Europe Soir, François Claus. Il est 18h18 sur Europe 1, la suite d'Europe Soir avec vous, François Claus. Et avec les invités de la rédaction d'Europe 1. Bonsoir Caroline Pigozzi. Bonsoir. Vous avez publié les photos secrètes du Vatican chez Plomb, l'éditeur. Vous êtes l'une des grandes spécialistes du Vatican en France. Et puis tout là-bas, du côté de Jérusalem. Bonsoir Charles Anderlin. Bonsoir. Charles Anderlin, qu'on ne présente plus, la voix de France 2 pendant de si longues années ici à Jérusalem. Vous apprêtez, Charles, à publier dans Le Monde diplomatique un article sur l'enjeu de Jérusalem après le coup de tonnerre du vote du Congrès aux États-Unis et de la décision de Trump de transférer l'ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem et de faire de Jérusalem de fait la capitale d'Israël. Nous allons voir avec vous les enjeux et on va à l'aune de ce que le pape a dit aujourd'hui. Mais Caroline Pigozzi, on a été frappé entre la messe de Noël avant-hier, hier et le message aujourd'hui du pape, de voir comment cette question des migrants est quelque chose qui est chevillé au cœur et au corps de ce pape qui a employé des mots très forts. Moi, ce qui me frappe, c'est quand il n'en parle pas. Il faut savoir qu'il en parle tout le temps, que c'est viscéral pour lui, en fait, depuis qu'il est arrivé d'Argentine, depuis qu'il a été élu pape. Cet homme qui est parti avec sa petite valise, qui pensait revenir, qui n'est pas revenu, qui a migré, après tout, lui aussi en Italie, d'une certaine façon. C'est une espèce d'obsession, c'est le message de sa vie. Il ne faut pas oublier, parce qu'on dit toujours le pape, c'est un prêtre jésuite, missionnaire. Donc sa mission, c'est de s'occuper des migrants. En tout cas, d'ailleurs, vous me disiez que symboliquement, on voit sous la soutane ce pantalon noir du jésuite missionnaire qu'il garde toujours. Il l'a gardé, c'est pas rien, c'est un symbole. Il pourrait avoir tous les pantalons blancs de la terre. Il veut garder ce pantalon noir. C'est pas juste parce qu'il trouve que noir c'est mieux que blanc comme une hostie. C'est pas ça, c'est que c'est un message. Et il est, à chaque heure du jour et de la nuit, missionnaire. En plus, il vient d'avoir 81 ans. Et le 17 décembre, il se dit qu'il a peut-être pas tellement d'années devant lui et qu'il veut au moins réussir une chose, c'est culpabiliser le monde entier sur le problème des migrants. C'est de toute façon, il a la plus belle tribune du monde pour parler. Quand il l'a, il s'en sert. Il est pragmatique, il est jésuite et donc il est là pour parler. Il se dit, j'ai cette tribune, le monde entier m'écoute. La preuve, c'est que nous en parlons ce soir. Autant se m'en servir. Il s'adresse aux 1,3 milliard de catholiques dans le monde et ce message prend évidemment une tournure particulière. Est-ce que cela l'a poussé à aller plus loin quand on voit que des barbelés sont en train de s'ériger du côté de l'Europe de l'Est, quand on voit qu'au pays des droits de l'homme, une circulaire vient d'être édictée permettant aujourd'hui de recenser dans les centres d'hébergement d'urgence les migrants sans papier? Cette crispation politique autour de la question le pousse à aller plus loin dans la formulation de son message? Oui, bien sûr, parce qu'il veut continuer à culpabiliser. Vous savez, il a une intelligence, un fonctionnement très circulaire, une mentalité très circulaire. Le pape Jean-Paul II aussi, mais c'était pas dans le même sens. Mais ce sont des gens qui reviennent toujours à leur message, qui martèlent leur message et il se dit, il en restera quelque chose, il faut que j'en parle à chaque fois que j'en parle. C'est toujours, il est en mission, c'est son sujet et donc il en parle tout le temps. C'est ce qui est le plus important pour lui. D'ailleurs, quand on voyage avec lui, on le voit, quand il y a des problèmes de migrants, c'est pas une histoire, c'est pas une pause. Comme ça, ses yeux se troublent. Il y a que sur ce sujet-là et sur les enfants, il a les larmes aux yeux. Oui, on l'a vu sur les images qu'il a employées sur les maisons de Bethléem fermées, qui renvoient évidemment aujourd'hui à cette Europe et à ces pays riches qui n'arrivent pas à gérer ce problème et qui se ferment, qu'il y avait une émotion personnelle très sincère. Oui, c'est ce qu'il y a de plus troublant et de plus bouleversant quand on le suit. Moi, ça m'est arrivé que ça soit en Pologne, quand il allait voir des hôpitaux pour enfants, ou quand ça concerne le problème des migrants, il a vraiment les larmes aux yeux. On se dit, ce pape, qui est un des hommes les plus puissants du monde, il pleure comme tout le monde sur des sujets qui, au fond, le bouleversent totalement et sur lesquels il se dit qu'il ne réussit pas à avancer. Et vous pensez qu'avec les mots qu'il emploie, il peut avoir une influence quasi politique? On imagine aujourd'hui, un ministre de l'Intérieur très chrétien, très catholique, qui entend le pape dire ça, dire finalement, cette circulaire, peut-être ne faut-il pas la prendre? Et c'est aussi un chef d'État, il ne faut pas l'oublier. Alors, il dit, je suis un renard. Il a plusieurs portes d'entrée. Quand on ne l'écoute pas comme chef religieux du monde catholique, il se dit, moi j'ai une entrée comme chef d'État, de même qu'il se fait inviter quand on ne l'invite pas comme représentant suprême de l'Église catholique, il se fait inviter là aussi comme chef d'État. Il a une double casquette et il sait s'en servir parce que, comme il dit, c'est un renard. Alors cette casquette, Charles Anderlin, en direct de Jérusalem, j'allais dire d'homme d'État, il l'a évidemment remise lors de cette bénédiction Urbi et Orbi tout à l'heure à Rome, en parlant de la question de Jérusalem et en venant finalement
évidemment dénoncé ce que Trump a fait à la surprise générale il y a maintenant quelques semaines en faisant de fête de Jérusalem pour lui, pour les États-Unis, la capitale de l'État d'Israël. Et Donald Trump a toutefois ajouté, en tout cas la Maison-Blanche l'a bien appliqué, cela ne signifie pas le tracé définitif de la frontière et que cela devrait être décidé dans le cadre de négociations avec les Palestiniens. Les négociations avec les Palestiniens qui sont aujourd'hui, sinon morts, en tout cas, on assiste peut-être au dernier clou sur le cercueil de ceux qui vivent un processus de paix. Mahmoud Abbas a rompu tous les contacts. Charles, on a un petit problème de liaison là avec votre ligne téléphonique qui est très mauvaise. On vous rappelle tout de suite pour continuer votre démonstration en espérant avoir une ligne meilleure. Il est clair que pour le chef d'État du Vatican, Caroline Pigozzi, cette question de Jérusalem est absolument fondamentale. La ville 3 fois sainte. Oui, elle est centrale, elle est fondamentale. C'est Jérusalem. Là aussi, c'est un symbole dans le monde entier. Tout le monde connaît Jérusalem, donc il faut en profiter. Ce pape, c'est une lame. Il avance là où il peut avancer. Donc chaque tribune, si je puis dire, il saute dessus. Enfin, c'est peut-être pas le mot exact, mais en tout cas, il s'en sert. Et c'est très important. Ça parle au cœur de tout le monde, Jérusalem. Surtout un 25 décembre. Il y a un rayonnement. Vous voyez, c'est il saisit d'autant plus cette occasion, Caroline Pigozzi, qu'on a bien senti dans cette messe de Bethléem qu'il y avait une forme de résignation et de tristesse, malgré l'événement que ça représente pour les catholiques du monde entier. Oui, vous savez, lui, c'est un homme qui n'est jamais résigné. Donc, quand il voit ça, il faut aller de l'avant, il faut continuer. Il se dit, moi, je vais faire mieux, je vais faire un pas en avant. Charles Anderlin, on vous a retrouvé. Désolé là pour ce petit bug. Écoutez, c'est des choses qui arrivent. Oui, c'est de la radio en direct et on aime ça sur Europe 1. La décision de Trump, est-ce qu'elle va faire bouger des lignes qui étaient fixes sur Jérusalem ou est-ce que, au contraire, elle va, selon vous, finalement exacerber les tensions ? D'abord, à ce stade, cela exacerbe absolument les tensions. Il aurait fallu que les Américains proposent quelque chose aux Palestiniens. Par exemple, la réouverture de la Maison d'Orient, qui était le siège du mouvement palestinien Jérusalem-Est, qui a été fermé au début de la seconde intifada. Aujourd'hui, tout est absolument bloqué. Et à l'heure actuelle, la décision de Trump, c'est peut-être un des derniers clous dans le cercueil du processus de paix. La rupture est totale entre Israël et Mahmoud Abbas, quoique sur le terrain, la coopération sécuritaire entre les forces israéliennes et la police palestinienne se poursuit pour éviter le terrorisme et trop de violence. Mais on assiste quand même à un véritable bouillonnement du côté palestinien. On voit un nouveau rapprochement entre le Hamas et l'Iran, des appels aux attaques, aux attentats suicides lancés depuis Gaza. On a régulièrement des roquettes qui arrivent de Gaza en territoire israélien. Le Hamas tente néanmoins de calmer les choses un peu de ce côté-là. Mais je dois dire qu'en cette fin d'année, tous les éléments pour une nouvelle crise majeure au Proche-Orient sont à nouveau là, sont sur le point de nous relancer, sinon une intifada, en tout cas quelque chose qui se pointe à l'horizon. Cela alors que du côté Irak et Syrie, Daesh l'affaire semble terminée. Ici, on va vers de nouvelles crises. Ce que vous êtes en train de nous dire, Charles, c'est que si on a pu être surpris finalement par la relative faiblesse pour le moment de la réaction palestinienne aux propos de Trump, ne doit pas nous leurrer et que vous sentez, vous, comme vous le disiez, que c'est en train de bouillonner derrière et que le durcissement palestinien politique, puisqu'on va plus vers que c'est un aveu d'échec total pour l'OLP classique, est très dangereux à terme. Absolument. Mahmoud Abbas a 82 ans. Il envisage de partir. On parle dans les semaines qui viennent de nouvelles réunions des instances palestiniennes, où alors là, il pourrait prendre des décisions. Certains de ses proches envisagent même la dissolution pure et simple de l'autorité palestinienne, de l'autorité autonome. Cela signifierait d'une manière ou d'une autre un retour de l'armée israélienne dans les zones autonomes avec tout ce que cela impliquerait au niveau régional et même international. Donc la décision de Trump est claire. De toute manière, on avait, les Palestiniens et les experts côté israélien, avaient très peu d'espoir d'une relance du processus de paix, sachant qu'il a nommé comme son médiateur son gendre,
qui lui-même participe à une fondation qui finance des colonies en Cisjordanie, et l'ambassadeur des États-Unis aujourd'hui en Israël, bientôt, enfin dans quelques années apparemment, à Jérusalem, M. Friedman, est lui-même un des responsables du développement. Il participe au développement de colonies en Cisjordanie. Donc tout cela n'insiste pas à un optimisme démesuré. Oui, des signes extrêmement négatifs. Merci beaucoup Charles Anderlin d'avoir été en ligne avec nous. Je redonne le titre de votre dernier ouvrage, Au nom du Temple, Israël et l'irrésistible ascension du messianisme juif. C'est publié au Seuil et puis vous pourrez lire Charles Anderlin dans Le Monde diplomatique dans les prochains jours. Merci beaucoup à vous Caroline Pigozzi de nous avoir accompagnés, d'avoir décrypté le message ainsi. Je renvoie à votre dernier livre, Les photos secrètes du Vatican, c'est chez Plomb. Merci à tous les deux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce message papal ce soir sur Europe 1.